Si tu te demandes pourquoi tu n'arrives pas à partir d'une relation qui te détruit, sache que ce n'est pas un manque de volonté. C'est un mécanisme psychologique précis qui crée une vraie dépendance. Et dans cette vidéo, je t'explique pourquoi ton cerveau te pousse à rester et surtout ce qu'il faut faire pour ne pas y retourner. Pourquoi je reste? Nous sommes le 5 août 2020. Une relation de 9 mois commence. À ce moment-là, je ne savais pas que je venais de rencontrer mon plus grand bourreau. Sois un homme pour une fois dans ta vie. Il m'a semblé qu'à la lumière de cette phrase assassine, dont je ne percevais pas la violence, être fort ne serait pas se montrer insensible, mais savoir rester assis bien droit dans ses émotions dévastatrices, au contact de l'irrespect quotidien de cet autre. Cet autre, aimé infiniment, au-delà de moi, et dont les blessures d'enfance se manifestent comme autant de poignards sous les coups desquels elle me reprochera de vaciller. Si on reste dans une relation qui nous détruit, ce n'est pas par faiblesse, c'est parce que deux mécanismes très puissants sont à l'œuvre, la dépendance et l'empathie. Ce qui crée la dépendance dans une relation toxique, c'est précisément le fait qu'elle n'est pas toxique tout le temps. Un jour, cette personne te couvre d'affection, il ou elle ne peut pas vivre sans toi, et le lendemain, il te crie dessus, il te méprise. Ou alors il est distant, il t'ignore, et t'as aucune idée de pourquoi. Sans même le voir venir, tu te retrouves plongé dans ces montagnes russes émotionnelles de haut et de bas, où l'attente du prochain moment de considération te fait endurer tout le reste. Quand on vit une relation comme celle-ci, on la vit comme quelque chose de complètement chaotique. On a l'impression de marcher sur des œufs. On ne sait jamais à quoi s'attendre face à quelqu'un qui, un jour, nous traite comme de la merde, et le lendemain, fait comme si de rien n'était. Mais en réalité, ce type de relation suit toujours le même schéma. Idéalisation, dévalorisation, rejet, reconquête, et ainsi de suite. Ou dit plus simplement, gentillesse, violence, verbale, émotionnelle ou physique, déni de la violence, gentillesse, et ça recommence. Vu de l'extérieur, on se dit, mais pourquoi quelqu'un resterait dans une telle relation? Il suffit de partir. Mais appelons un chat, il s'agit d'une addiction. Le cycle que j'ai décrit crée la dépendance. En psychologie, on appelle ça le principe de renforcement intermittent. Lorsque la récompense est donnée de manière complètement aléatoire et nous laisse dans l'attente de la prochaine dose sans savoir quand elle arrivera. Et c'est l'un des cycles les plus difficiles à briser. Faut bien comprendre que le renforcement intermittent active les mêmes circuits neurologiques que les drogues. Quand on ne sait pas quand la récompense va arriver, le pic de dopamine au moment où on reçoit le texto ou l'attention est beaucoup plus fort que dans une relation stable. À ça s'ajoute l'imprévisibilité qui maintient le corps dans un état de stress constant. Donc l'alternance de phases de stress constant et de soulagement intense conditionne notre cerveau à vouloir rechercher la prochaine récompense. On devient accro à l'autre. Et on confond cette intensité émotionnelle avec de l'amour. Si j'insiste sur le caractère addictif de la relation, c'est parce que c'est pas encore socialement très accepté ou compris le fait qu'on puisse être accro à quelqu'un et donc ressentir les mêmes symptômes de dépendance. Mais faire ce parallèle, c'est important parce que c'est ce qui va nous aider à partir et surtout à ne pas y retourner. Ton empathie n'est pas ton ami. Les gens coincés dans une relation malsaine sont souvent des personnes sensibles et réfléchies. Ils comprennent la complexité de l'humain. Et quand on est réfléchi, on est nuancé. Mais la nuance, dans ce type de relation, peut se retourner contre nous. On l'utilise pour justifier des comportements difficiles à accepter autrement. Oui, mais il a eu une enfance difficile. Oui, mais maintenant que je comprends son passé, je comprends pourquoi il a réagi comme ça. Et on ne peut s'empêcher de ressentir de l'empathie pour eux. Certains vont jusqu'à remettre en cause leurs propres valeurs. Par exemple, quelqu'un qui se fait tromper peut se dire que la monogamie n'est peut-être qu'une invention sociale, pas parce qu'il y croit au fond, mais parce que c'est un moyen pour lui de supporter l'insupportable. Parce que contrairement à leurs partenaires, eux peuvent tout remettre en question, même leurs besoins, leurs principes, leurs limites, pour se faire une place dans le monde de l'autre. C'est pour ça que je dis que, dans cette situation, ton empathie n'est pas ton amie parce qu'elle est sans limite. Tout finit par être justifiable, donc toléré. Et si cette empathie était vraiment saine, tu arriverais aussi à la tourner vers toi. Sinon, c'est plus de l'empathie, c'est de la peur déguisée en empathie. Des peurs comme « je me vois pas vivre sans lui ». Si je pars, je retrouverai peut-être jamais personne et je finirai seule. J'ai pas envie d'avoir fait tout ça pour rien.
Hello les amis, avant de continuer, j'aimerais rendre à César ce qui appartient à César. Les extraits que je partage viennent du livre Verser de l'or dans sa blessure de l'écrivain Stéphane Schillinger, où, tu l'auras compris, il fait le récit de l'attachement traumatique qu'il a vécu. Pour les plus curieux, le lien du livre est en description. Et si mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner pour soutenir la chaîne. Retour à la vidéo. Ce que j'ai appelé dans ma narration interne l'horreur amoureuse a consisté à aimer cette personne sans limite. Il aura été question de reconnaître une maltraitance verbale et émotionnelle réelle, pourtant inacceptable, à laquelle j'ai librement consenti par désir de l'intensité du lien, face à la rareté d'une telle rencontre. Une fois que notre empathie nous a pris au piège, on commence à se poser les mauvaises questions. Est-ce qu'il ou elle est réellement malveillant et manipulateur ? Ou bien est-ce que c'est simplement quelqu'un qui souffre et qui fait souffrir l'autre sans le vouloir ? Comme si la réponse à ces questions allait déterminer si oui ou non on devrait rester. On oublie que, intentionnel ou pas, le résultat est le même. On souffre. Cette relation nous bouffe de l'intérieur. On sent que c'est mauvais pour nous. Et c'est à cette réalité-là qu'il faut accorder de l'importance. En plus de ça, d'autres facteurs nous font rester. La confusion que ces comportements contradictoires créent en nous en est un. Un jour, on vit des moments de connexion, de complicité, et le lendemain, ils ont des comportements qui nous blessent profondément. On n'arrive pas à se faire une image arrêtée de qui ils sont, ni réellement mauvais, ni réellement gentils. Et cette confusion nous paralyse. Un autre facteur, c'est l'espoir. L'espoir que cette personne finisse par changer, l'espoir que ces moments de bonheur, de considération, d'affection deviennent la norme dans la relation, parce que parfois ils sont vraiment là, donc on s'y accroche. On voit le potentiel que cette relation pourrait être si elle n'était pas souillée de tous ces mauvais moments. Et on est attaché à ce potentiel. Finalement, il y a deux choix qui s'offrent à soi. Rester ou partir. Et aucun n'est facile. Dans les deux cas, il y aura de la souffrance. Si on reste, on sait déjà où ça mène. Penser que cette relation va changer, c'est s'accrocher à quelque chose qui n'existe pas. Partir, ça signifie affronter ses peurs, se choisir, comprendre qu'il s'agit de notre vie dont on parle et qu'il n'y a rien qui nous oblige à subir ça. Et partir ne signifie pas arrêter de ressentir de la compassion pour eux. Simplement, cette compassion, on la ressentira à distance. Mais c'est seulement en partant que la souffrance finira par disparaître. Quand partir devient possible. L'électrochoc. C'est rarement une compréhension rationnelle de ce qui se passe qui nous fait partir. Parfois, c'est un électrochoc qui se vit dans le corps. On a l'impression d'être à côté de soi, comme dissocié. Il y a quelque chose qui nous a mis à terre. On sait déjà depuis un moment que ça va pas, mais on reste jusqu'au moment où le corps atteint sa vraie limite. Pour certains, c'est quelque chose que le partenaire fait qui dépasse tellement nos limites que le corps et le mental s'alignent enfin pour dire stop. Pour d'autres, c'est une phrase, une discussion, un mot d'un professionnel ou d'un ami où exactement ce qu'on avait besoin d'entendre finit par être dit et on a le déclic. Pour d'autres encore, c'est notre santé qui est atteinte. On finit par tomber malade ou alors notre anxiété prend des proportions qu'on n'avait jamais connues jusqu'à présent. Cet électrochoc, il n'est pas vécu par tout le monde. Je veux pas qu'on pense qu'il faudrait être dans l'attente d'un moment particulier. Il n'y a pas une seule façon de réaliser qu'on doit partir. Pour certains, c'est beaucoup plus progressif. Mais en tout cas, l'option de partir, qui semblait jusque-là inenvisageable, devient possible. Et soudain, une phrase me parvient d'en haut, d'un endroit que les gens s'imaginent être si haut et qui pourtant se situe à quelques centimètres au-dessus du cœur, comme une antenne invisible, perméable au murmure d'un autre monde où l'on me voudrait du bien. Une phrase qui éclaire mon monde comme une bougie. Barre-toi. Quitter une relation toxique et s'y tenir sont deux choses différentes. Alors maintenant que l'idée de partir est possible, la vraie question devient comment ne pas y retourner. Et c'est ce que je te montre dans la prochaine vidéo. Abonne-toi.